Chapitre 41. L'Hôtel Noir. Richard Sloat n'était pas mort, mais lorsque Jack prit son vieux copain dans ses bras, celui-ci était inconscient. « Qui est le troupeau maintenant » l'interrogea mentalement Wolf. « Sois prudent, Jackie. Wolf, sois... »« Viens à moi. Viens maintenant » appelait le talisman de sa puissante voix silencieuse. « Viens à moi. Amène le troupeau, et tout ira bien. Et tout ira bien. Et... toutes sortes de choses iront bien, coissa Jack. Il prit son élan et fut à deux doigts de tomber par la trappe, tel un gosse participant à une bizarre double exécution par pendaison. Se balancer au bout d'une corde avec un ami, songea Jack déraisonnablement. Le sang battait dans ses oreilles, et un instant il crut qu'il allait vomir dans l'eau grise, clapotant contre les pilotis. Puis il se reprit et referma l'abattant du bout du pied. Désormais on n'entendait que le bruit des girouettes, ces symboles cabalistiques en cuivre qui tournoyaient frénétiquement dans le ciel. Jack se tourna vers l'Azincourt. Il vit qu'il se trouvait sur une large plateforme pareille à une véranda surélevée. Jadis, les snobs des années 20 ou 30 s'asseyaient ici au moment du cocktail, à l'ombre des parasols, pour déguster des gin Rickey et des sidecars, les uns lisant le dernier roman d'Edward Wallace ou d'Ellery Queen, les autres jetant un œil distrait du côté où l'île Los Cavernes se laissait vaguement deviner, le dos d'une baleine gris-bleu en train de rêvasser à l'horizon, les hommes en blanc, les dames couleur pastel, jadis peut-être. À présent les planches étaient gondolées, tordues, pleines d'échardes. Jack ignorait de quelle couleur la terrasse avait été peinte à l'origine, mais aujourd'hui, celle-ci était devenue toute noire, comme le reste de l'hôtel. Jack s'imagina que les tumeurs malignes des poumons de sa mère devaient être de la même couleur que cet endroit. À environ 6 mètres de lui se dressaient les fameuses portes-fenêtres de Speedy, par où les habitués allaient et venaient dans l'ancien temps. Elles avaient été badigeonnées à grands coups de peinture blanche, de sorte qu'on aurait dit des yeux d'aveugle. Sur une, il était écrit « Dernière chance de rentrer chez vous ». Rumeur des vagues, vacarme de la quincaillerie virevoltant sur les toits tarabiscotés, relents d'air salé et de vieilles boissons renversées. Renversées, il y avait des lustres par des êtres élégants qui étaient aujourd'hui ridés et enterrés. Puanteur de l'hôtel en soi, Jack réexamina la vitre blanchie et s'aperçut sans véritable surprise que le message avait été changé. « Elle est déjà morte, Jack, alors pourquoi te tracasser ?»« Maintenant, qui est le troupeau ?»« C'est toi, Richie, » murmura Jack, « mais tu n'es pas seul. » Richard émit un ronflement de protestation dans les bras de Jack. « Allons, dit Jack, qui se mit en marche. La dernière ligne droite. À prendre ou à laisser. » Les carreaux blancs parurent réellement s'écarquiller lorsque Jack marcha vers l'Azincourt, comme si l'hôtel noir lui lançait un regard aussi aveugle que méprisant. « Espèce de gamin, tu crois vraiment pouvoir entrer ici et en ressortir un jour? Tu crois qu'il y a vraiment tant de jason que ça en toi ?» Des flammerolles rouges, comme celles qu'il avait vues dans les airs, brillaient et dansaient derrière la vitre opaque. En un instant, elles prirent forme. Sous les yeux écarquillés de Jack, elles se transformèrent en de minuscules farfadets qui évoluèrent pour converger vers les poignées de porte en cuivre. Celles-ci se mirent à luire faiblement, tel le fer dans la forge. « Vas-y, petit, touche-en une, essaye. » Autrefois, vers l'âge de 6 ans, Jack avait posé un doigt sur la plaque froide d'une cuisinière électrique avant de tourner le bouton sur le réglage le plus fort, simplement curieux de savoir combien de temps le brûleur allait mettre pour chauffer. Une seconde plus tard, il retirait son doigt déjà tout cloqué, en braillant de douleur. Phil Sawyer avait déboulé au pas de course, jeté un œil et demandé à Jack depuis quand il ressentait cette étrange compulsion à vouloir brûler vif. Jack resta planté avec Richard dans ses bras, fixant les poignées luisantes. « Vas-y, petit, tu te rappelles comment le fourneau brûlait? Tu croyais que tu aurais tout le temps d'enlever ton doigt. Mince, pensais-tu, ce truc ne devient quand même pas rouge en 1 minute. Mais tu t'es blessé tout de suite, n'est-ce pas? Alors, à ton avis, Jack, que vas-tu ressentir cette fois ?» De nouveaux renforts de feu follet glissèrent fluidement sur la vitre en direction des poignées de porte-fenêtres, lesquelles commençaient à prendre la délicate teinte rouge, veinée de blanc, du métal à la limite de la fusion, près de couler.
S'il se hasardait à y toucher, elle lui entrerait dans la chair, carbonisant ses tissus et faisant bouillir son sang. La souffrance dépasserait tout ce qu'il avait connu auparavant. Il tergiversa un moment, avec Richard dans ses bras, dans l'espoir que le talisman réitérerait son appel, ou que son côté Jason monterait au créneau, au lieu de quoi ce fut la voix de sa mère qui résonna dans sa tête. « Faut-il toujours que quelque chose ou quelqu'un te pousse, Jackie ? Allons, mon grand, tu as entrepris cette expédition tout seul, tu peux continuer si tu le veux vraiment. Est-ce que l'autre type doit tout faire à ta place ? D'accord, maman. » Il souriait légèrement, mais sa voix chevrotait de peur. « Un bon point pour toi. J'espère seulement qu'on a pensé à emporter la crème antisolaire. » Il tendit le bras et saisit l'une des poignées incandescentes. Sauf qu'elle ne l'était pas. Tout n'était qu'illusion. La poignée était tiède, rien de plus. Dès que Jack lui tournait, toutes les autres perdirent leur éclat rougeoyant. Et dès qu'il poussa la porte vitrée vers l'intérieur, le talisman l'interpella aussitôt, lui donnant la chair de poule. « Bien joué, Jason. À moi. Viens à moi. » Richard toujours dans ses bras, Jack pénétra dans la salle à manger de l'hôtel noir. Au moment où il franchissait le seuil, il sentit une force inanimée, une sorte de main molle, travailler à lui bloquer le passage. Jack s'arc-bouta, et 1 ou 2 secondes après, cette sensation d'obstacle disparut. La pièce n'était pas sombre à proprement parler, mais les fenêtres badigeonnées lui donnaient une blancheur monochrome qui déplaisait à Jack. Il se sentait comme embrumé, aveugle. Il y avait des odeurs jaunies de décrépitude entre ces murs, où le plâtre tournait lentement en soupe immonde, des relents de vieillesse stérile et d'aigres ténèbres. Mais il y avait encore autre chose, et Jack le savait, et l'appréhendait, car les lieux n'étaient pas déserts. Quel genre de choses pouvait s'y trouver, il l'ignorait, mais il savait que Sloth n'avait jamais osé y entrer, et il présumait que personne d'autre ne s'y risquerait. Ses poumons trouvaient l'atmosphère lourde et pénible, comme chargée d'un poison à action lente. Il sentait l'ensemble des mystérieux étages, des passages dérobés, des chambres secrètes et des cul-de-sac peser sur sa tête, tels les murs d'une crypte gigantesque et complexe. Ici régnait la folie, la mort en maraude, et une irrationalité imbécile. Jack manquait de mots pour exprimer ces phénomènes, mais loin de leur être insensible, il les connaissait pour ce qu'ils étaient. Exactement comme il savait que tous les talismans de l'univers ne suffiraient pas à le protéger d'eux. Il avait entamé une étrange danse rituelle, dont il pressentait que la conclusion n'était en rien prédestinée. Il ne devait compter que sur lui-même. Quelque chose lui chatouilla la nuque. Jack se frotta de la main et fit un bond de côté. Richard geignit sourdement entre ses bras. C'était une énorme araignée noire pendue à un fil. Levant le nez, Jack aperçut sa toile dans l'un des ventilateurs à jamais figé dans les hauteurs, un écheveau crasseux tissé entre les pales en bois. Le corps de l'araignée était boursouflé. Jack distingua ses yeux. Il ne se souvenait pas avoir jamais vu des yeux d'araignée auparavant. Jack entreprit de se faufiler vers les tables afin de contourner l'animal en suspens. L'araignée pivota au bout de son fil, décidée à le suivre. « Sale voleur !» grinça-t-elle soudain. Jack hurla en serrant Richard contre lui avec une énergie galvanisée, paniquée. Son cri se répercuta d'un bout à l'autre de la salle à manger, au plafond élevé. Quelque part au loin, parmi les ombres, retentit un son métallique, suivi d'un éclat de rire. « Sale voleur ! Sale voleur !» grinça de rechef l'araignée, avant de regrimper vite dans sa toile, sous les caissons à volutes en fer blanc. Le cœur battant, Jack traversa la salle à manger et déposa Richard sur l'une des tables. Le gamin gémit encore très faiblement. Jack devinait les protubérances informes sous les vêtements du malheureux. « Faut que je t'abandonne un petit moment, mon pote, » murmura Jack. Du fond de la pénombre au-dessus de sa tête, Je prendrai bien soin de lui, espèce de sale voleur. » on entendit un petit gloussement lugubre et râpeux. Il y avait une petite pile de linge sous la table où Jack avait allongé Richard. Les 2 ou 3 nappes du dessus se révélèrent gluantes de moisissure, mais au milieu de la pile, il en dénicha une qui n'était pas trop sale. Il la déplia, en recouvrit Richard jusqu'au menton et s'éloigna.
Le chuchotement de l'araignée résonnait à peine du haut de son ventilateur, au tréfonds d'une obscurité qui empestait les mouches sèches et les guêpes momifiées dans de la soie. Se prendrait soin de lui, espèce de sale voleur. Glacé, Jack leva la tête, mais il ne réussit pas à voir l'araignée. Il imaginait facilement ses petits yeux froids, mais ce n'était que son imagination. Une vision révoltante, angoissante, s'imposa à lui. La même araignée, en train de zigzaguer sur la figure de Richard, de se faufiler entre ses lèvres molles, pour aller dans sa bouche, tout en fredonnant « Sale voleur, sale voleur, sale voleur !» S'il pensa bien à remonter la nappe jusque sur la bouche de Richard, il se rendit compte qu'il était incapable de transformer Richard en quelque chose qui ressemblât autant à un cadavre. C'eût été presque une invitation. Il retourna auprès de Richard et resta là, indécis, sachant que son indécision même devait on ne peut plus réjouir les forces en jeu, comme tout ce qui le tenait à distance du talisman. Il farfouilla dans sa poche et en extirpa la grosse bille vert foncé, le miroir magique dans l'autre monde. Jack n'avait aucune raison de croire que cet objet détenait un pouvoir spécial contre les forces mauvaises, mais il venait des territoires, et mis à part les terres dévastées, les territoires s'avéraient naturellement bons. Or, ce qui est bon de nature devait développer son propre pouvoir contre le mal, en déduisit Jack. Il coinça la bille dans la main de Richard. Celle-ci se referma, puis se rouvrit lentement, dès que Jack retira sa propre main. Quelque part au-dessus de sa tête, l'araignée émit un gloussement obscène. Jack se pencha sur Richard, tâchant d'ignorer l'odeur de la maladie, si semblable à celle des lieux. « Garde-la dans ta main, Richard, garde-la bien, mon vieux. »« Vieux... » marmonna Richard, mais ses doigts ne lâchèrent pas la bille. « Merci, Richie, » dit Jack. Il embrassa délicatement Richard sur la joue, puis arpenta la salle à manger en direction de la double porte close, à l'autre bout. « C'est comme l'Alhambra, » songea-t-il. « Là-bas, la salle à manger donnait sur les jardins. Ici, elle donne sur une terrasse au-dessus de la mer. Dans les deux endroits, une porte à double battant qui s'ouvre sur le reste de l'hôtel. » En traversant la pièce, il sentit cette main morte lui faire de nouveaux obstacles. C'était l'hôtel qui le repoussait, essayait de le refouler. « N'y pense pas, » se dit Jack en continuant son chemin. La force hostile sembla s'évanouir presque sur le champ. « Tu t'inquiètes à cause de Sloth, » chuchota la porte. « Sauf qu'à présent, il n'y a pas qu'elle. » La voix que percevait Jack émanait désormais de l'hôtel entier. « Tu t'inquiètes à cause de Sloth, des méchants loups, des êtres qui ressemblent à des chèvres, des entraîneurs de basket qui n'en sont pas vraiment. Tu t'inquiètes pour des armes, du plastique et des clés magiques. Nous, ici, ne nous en faisons pour rien de tout cela, petit. Cela ne représente rien à nos yeux. Morgan Sloth n'est pas autre chose qu'une fourmi égarée. Il n'a que 20 ans à vivre. Or, cela équivaut pour nous à l'intervalle entre deux respirations. Dans l'hôtel noir, nous ne nous soucions seulement que du talisman, le lien de tous les mondes possibles. Tu viens, comme un cambrioleur, nous dévaliser de ce qui nous appartient. Et nous t'avertissons une dernière fois. Nous disposons d'autres moyens pour neutraliser les sales voleurs de ton espèce. Et si tu t'entêtes, tu vas en faire l'expérience, à tes dépens. Jack poussa d'abord l'un des battants, puis l'autre. Les pentures de la porte grincèrent désagréablement, en tournant pour la première fois depuis des années sur leurs gonds encastrés. Au-delà de la porte, il y avait un sombre corridor. « Il doit déboucher dans le hall », réfléchit Jack. « Ensuite, si cet endroit ressemble réellement à l'Alhambra, je devrais monter un étage par le grand escalier. Sur le palier du premier, il trouverait la grande salle de bal, et à l'intérieur de celle-ci, il trouverait l'objet de sa quête. » Jack jeta un coup d'œil en arrière, vit que Richard n'avait pas bougé et se glissa dans le corridor en refermant les portes derrière lui. Il se mit à progresser lentement dans le couloir, ses baskets sales et éculées chuintant sur le tapis moisi. Un peu plus loin, Jack distingua une autre porte à double battant, avec des oiseaux peints dessus. À proximité se succédait une kyrielle de salles de réception. Voici le salon de Californie, directement en face du salon des 49. 5 pas de plus en direction de la porte aux oiseaux peints, et voilà le salon Mendocino. Gravé dans un panneau du bas de la porte en acajou,
Ta mère est morte en hurlant. » Au bout du corridor, tout au bout, il y avait une lumière d'aquarium, le hall. Jack fit brusquement volte-face, et juste après l'un de ces encadrements de portes pointues, il entrevit un semblant de mouvement dans la gorge de pierre du corridor. Des pierres ? Des encadrements pointus ? Angoissé, Jack battit des paupières. Le couloir était décoré de boiseries en acajou foncé, qui avaient déjà commencé à pourrir sous l'action de l'humidité marine. Pas de pierres, et les portes donnant sur le salon Mendocino, le salon de Californie ou celui des 49, étaient en fait de simples portes, sensiblement rectangulaires et sans le moindre pic. Pourtant, un court instant, il avait cru voir des ouvertures pareilles à des arcs brisés de cathédrales. Comblant ces ouvertures, il y avait des herses métalliques, du genre de celles qu'on peut lever ou baisser en actionnant un treuil. Des herses armées par le bas de pointes en fer, d'aspect menaçant. Quand la grille était abaissée pour bloquer le passage, les pointes s'emboîtaient exactement dans des trous par terre. Pas d'arc de pierre, Jackie. Vérifie toi-même. De simples portes. Tu as vu ce style de grille dans la tour de Londres, lors du périple que tu as fait avec maman et oncle Tommy il y a 3 ans. Tu délires un peu, c'est tout. Mais le nœud au creux de son estomac était indéniable. Elles étaient là, d'accord. J'ai décollé. Le laps d'une seconde, je me suis retrouvé dans les territoires. Jack pirouetta dans l'autre sens. La sueur perla sur son front et sur ses joues. Ses cheveux commencèrent à se dresser sur sa nuque. Il revit la même chose, un reflet métallique parmi les ombres d'un des salons. Il vit d'énormes pierres noires comme le péché, leur surface grossière tachée de mousse verte. D'ignobles cafards albinos et mous grouillaient dans les larges pores du mortier en décomposition entre les blocs. Des appliques vides s'intercalaient tous les 4 ou 6 mètres. Les torches jadis supportées par celles-ci avaient depuis longtemps disparu. Cette fois, il ne sourcilla même pas. Le monde dérapait sous ses yeux, ondoyant tel un objet aperçu au fond d'un ruisseau limpide. Les murs retrouvèrent leur acajou noirâtre à la place des blocs de pierre. Les portes redevinrent des portes et non des grilles hérissées de pointes. Les 2 mondes, que ne séparait qu'une membrane aussi fine qu'un bas de soie féminin, avaient d'ores et déjà commencé à se chevaucher. Et Jack fut obligé de constater que son côté Jason commençait aussi à empiéter sur son côté Jack. Une 3e personne émergeait du mélange des 2. J'ignore la nature exacte de cet alliage, mais j'espère qu'il est solide, parce qu'il y a des choses derrière ces portes, derrière toutes. Jack repartit dans le couloir vers le hall. Les mondes ne s'interchangèrent pas cette fois. Les portes massives demeurèrent des portes, et il ne surprit aucun mouvement. Pourtant, juste derrière... À présent, il entendait quelque chose derrière la porte décorée à double battant. Dans le ciel, au-dessus du paysage de marais, était écrit « Bar du Héron ». C'était le bruit d'une grosse machine rouillée qui se mettait en marche. Jack se tourna vers... Jason se tourna vers la porte entrebâillée, la herse qui se levait. Sa main plongea dans la sacoche, la poche, qu'il portait au ceinturon par-dessus son pourpoint, de son jean, et se referma sur le Mediator que lui avait donné Speedy dans le temps, et se referma sur la dent de requin. Il attendit de voir ce qui allait sortir du bar du Héron, et les murs de l'hôtel chuchotèrent doucement. « Nous disposons de moyens spéciaux pour neutraliser les sales voleurs de ton espèce. Tu aurais dû renoncer pendant qu'il était encore temps, parce que maintenant, ton heure est venue, petit. » Le bruit était énorme, cacophonique et métallique. Quelque chose d'implacable, d'impitoyable s'en dégageait, qui terrifiait Jack plus que ne l'aurait fait n'importe quel son plus humain. Le tout se rapprochait en se traînant selon son lent rythme d'idiot. Il s'écoula un long silence. Pressé contre le mur de droite à 1 mètre des portes laquais, Jack attendit, les nerfs si tendus qu'il lui semblait bourdonner. Pendant un moment, il ne se passa rien du tout. Jack se prit à espérer que le ferrailleur était reparti dans son monde d'origine, par quelque trappe interdimensionnelle. Soudain conscient que son dos lui faisait mal, à cause de sa position anormalement droite et immobile, il se relâcha.
Alors retentit un fracas assourdissant, et un énorme poing ganté, aux jointures hérissées de pointes émoussées, longues de 5 centimètres, fit irruption au milieu du ciel bleu qui s'écaillait sur le battant. Jack se plaqua à nouveau contre le mur bouche bée, et dépassé par les événements, battit en retraite dans les territoires. Une silhouette dans une armure rouillée, noirâtre, se profilait de l'autre côté de la herse. Seule la visière noire et horizontale, guère plus large qu'un pouce, barrait le haume cylindrique. Celui-ci était surmonté d'un plumet rouge défraîchi, fourmillant de cafards blêmes, lesquels se révélaient de la même espèce, nota Jason, que ceux qui avaient émergé des cloisons d'abord dans la chambre d'Albert le Pâté, puis dans tout ailleurs collège. Le haume se prolongeait par une coiffe de mailles qui drapait les épaules du chevalier rouillé à la manière d'une étole de femme. Les bras et les avant-bras étaient plaqués de lourds brassards en acier qui s'articulaient au coude par des cubitières. Celle-ci était incrustée d'antiques couches de crasse et crissait au moindre geste du chevalier, telles les voix exigeantes, au perché, d'enfants mal élevés. Ses poings cuirassés flamboyaient de toutes leurs pointes. Planté contre le mur de pierre, Jack les fixait, incapable en fait de détourner le regard. Il avait la bouche pâteuse comme du carton, et ses globes oculaires semblaient enflés dans leur orbite au rythme de ses battements de cœur. À la main droite, le chevalier tenait le martel de fer, une masse d'armes avec une tête de métal rouillée de 15 kilos, muette comme la tombe. La herse, n'oublie pas que la herse te sépare de lui. Mais alors, en l'absence de toute aide humaine, le treuil se mit à tourner, et la chaîne métallique, dont chaque maillon mesurait l'avant-bras de Jack, s'enroula autour du tambour, et la grille remonta. Le gantelet se retira de la porte, laissant un trou déchiqueté. De pastorale romantique défraîchie, la fresque vira instantanément au blason surréaliste. On aurait dit à présent que quelques chasseurs apocalyptiques, déçus par sa journée dans les marais, avaient mitraillé le ciel dans un accès de rage. Puis la masse d'armes explosa à travers le ciel en un choc violent, oblitérant l'un des deux hérons qui se débattaient pour s'envoler. Jack leva la main devant sa figure pour se protéger des éclats de bois. Le martel de fer disparut. Il s'ensuivit un autre court silence, presque assez long, pour que Jack pense à fuir. Alors le poing clouté s'abattit une deuxième fois, tourna dans un sens puis dans l'autre, en élargissant le trou avant de se retirer. Une seconde après, la masse d'armes surgit au milieu d'une touffe de roseaux, et un grand morceau du battant de droite tomba sur le tapis. Désormais, Jack distinguait la silhouette massive du chevalier dans la pénombre du bar du héron. Ce n'était pas la même armure que celle portée par l'assaillant de Jason dans le château noir. Celui-là arborait un aume quasi cylindrique, avec un plumet rouge, tandis que celui-ci portait un aume qui évoquait une tête d'oiseau en acier poli. Des cornes s'élevaient de chaque côté, sortant du casque grosso modo à hauteur des oreilles. Jack aperçut le plastron de la cuirasse, une jupe de métal et dessous la côte de maille. La masse d'armes était la même dans les deux mondes, et dans les deux mondes, les doubles chevaliers la lâchèrent au même instant, comme par mépris. Qui aurait besoin d'une masse d'armes pour vaincre un adversaire aussi chétif ? « Fuis, Jack, fuis !» « Oui, chuchota l'hôtel. « fuis. C'est ce que les sales voleurs sont censés faire. Fuis, fuis !» Mais il ne fuirait pas. Dût-il en mourir, il ne s'enfuirait pas, parce que cette hypocrite voix chuchotante avait raison. Les sales voleurs ne faisaient pas autre chose que fuir. « Or, je ne suis pas un voleur, » pensa lugubrement Jack. « Cette créature peut me tuer, je ne fuirai pas, parce que je ne suis pas un voleur. »« Je ne m'enfuirai pas !» hurla Jack à l'impassible tête d'oiseau en acier poli. « Je ne suis pas un voleur, vous m'entendez ? Je viens chercher ce qui me revient, et je ne suis pas un voleur !» Un gémissement fusa du ventail en bas du casque. Le chevalier leva ses poings cloutés et les abattit en même temps. L'un sur le battant de gauche, l'autre sur celui de droite. Tous deux déjà branlants. Le paysage marécageux qui y était peint vola en éclats. Les gonds lâchèrent, et au moment où la porte entière s'effondrait, Jack vit de visu le héron qui restait, s'envolait tel un oiseau dans un dessin animé de Walt Disney, les yeux brillants d'effroi.
Le complet d'armure s'avança vers lui comme un robot meurtrier, levant les pieds, les reposant avec fracas. Il mesurait plus de 2 mètres de haut, et lorsqu'il franchit le seuil, les cornes qui pointaient du haume firent une série de belles entailles dans le chambranle supérieur. On aurait dit des guillemets. « File !» cria une voix géniarde dans sa tête. « File, espèce de voleur !» chuchota l'hôtel. « Non !» riposta Jack. Il fixa du regard le chevalier qui approchait, et sa main serra très fort le médiator au fond de sa poche. Les gantelets cloutés se portèrent à la visière du casque, la relevèrent. Jack n'en crut pas ses yeux. L'intérieur du haume était vide. Puis les mains cuirassées firent mine d'attraper Jack. Montant plus haut, les gantelets empoignèrent le haume cylindrique de part et d'autre et le soulevèrent lentement, mettant au jour la figure hagarde, livide, d'un homme qui paraissait avoir au moins 300 ans. Tout un côté de la tête de l'ancêtre avait été fracassé. Des éclats d'os saillaient à travers la peau, pareils à des bouts de coquilles d'œufs, et la plaie était recouverte d'une mixture noire que Jason identifia comme de la cervelle pourrie. Cet être ne respirait pas, mais les yeux bordés de rouge, qui jaugeaient Jason, s'avéraient diaboliquement étincelants et concupissants. Cette horreur ricana, et Jason remarqua les dents pointues comme des aiguilles qui allaient le mettre en pièces. L'armure avançait gauchement en cliquetant, mais il y avait d'autres bruits. Jason regarda à gauche en direction de la grande salle, du hall, du château, de l'hôtel, et aperçut un second chevalier, celui-ci affublé d'une calotte plate en forme de bol. Derrière venait un troisième et un quatrième. Ils remontaient lentement le corridor, ces vieux complets d'armure ambulants qui abritaient désormais des espèces de vampires. Puis, les mains le saisirent aux épaules. Les pointes émoussées des gants s'y enfoncèrent, ainsi que dans ses bras. Du sang tiède gicla, et le visage ridé, livide, se crispa en un horrible rictus affamé. Les cubitières crissèrent et grincèrent lorsque le chevalier défunt tira le garçon vers lui. Jack hurla de souffrance. Les courtes pointes émoussées des gantelets se trouvaient en lui, et il comprit une bonne fois pour toutes que c'était réel et que ce monstre allait le tuer d'un moment à l'autre. Il se vit tirer vers les ténèbres vides, béantes, à l'intérieur du haume. Mais celui-ci était-il vraiment vide? Jack eut l'impression fugace et trouble de voir une lueur rouge dans l'obscurité, quelque chose comme des yeux. Et tandis que les mains cuirassées accentuaient leur prise, il se sentit glacé, comme si tous les hivers du monde avaient mystérieusement fusionné pour ne plus en former qu'un, et que ce courant d'air glacial se déversait actuellement du haume vide. « Il va vraiment me tuer, et ma mère mourra, Richard mourra, Sloth l'emportera, va me tuer, va me mettre en pièces, m'éventrer avec ses dents, me geler sur place. »« Jack !» cria la voix de Speedy. « Jason !» cria la voix de Parcus. « Le médiator, bonhomme, sors ton médiator !»« Avant qu'il ne soit trop tard, au nom de Jason, sors ton médiator, avant qu'il ne soit trop tard !» Les doigts de Jack se refermèrent sur l'objet, qui se révéla aussi chaud que l'avait été la pièce, et le froid engourdissant céda la place à une brutale et étourdissante sensation de triomphe. Jack l'exhuma de sa poche, criant de douleur, comme ses muscles perforés se contractaient sous l'action des pointes enfoncées en lui, sans pour autant perdre cette sensation de triomphe, cette agréable sensation de chaleur venant des territoires, cette lumineuse impression d'arc-en-ciel. Le médiator, car c'en était un de nouveau, se trouvait entre ses doigts, un lourd et solide triangle d'ivoire avec d'étranges dessins incrustés en filigrane. Et en cet instant présent, Jack et Jason vit ces dessins composer un portrait, celui de Laura de l'Ossiane, le portrait de Lily Cavanaugh Sawyer. « En son nom, espèce de répugnant avorton !» s'écrièrent-ils ensemble, quoiqu'on n'entendît qu'un seul cri, celui d'une nature unique, Jack Jason. « Disparais de la surface de ce monde! Au nom de la reine et au nom de son fils, disparais de la surface de ce monde !»
Jason abattit le Médiator de guitare sur le visage décharné, blafard de ce vieux vampire en complet d'armure. Réintégrant Jack dans l'instant, sans sourciller, il vit son Médiator sombrer dans le néant noir et glacé. En tant que Jason, il vit encore les yeux rouges du vampire s'exorbiter d'incrédulité, quand le bout du Médiator plongea au centre de son front profondément ridé. Aussitôt après, ces mêmes yeux qui se voilaient déjà explosèrent, et une humeur noire et fumante, grouillant de minuscules vers venimeux, lui ruissela sur la main et le poignet. Jack alla voltiger contre le mur, se cognant la tête. Malgré ce coup et les violents élancements de ses bras et de ses épaules, il se cramponna à son Médiator. Le complet d'armure cliqueta tel un épouvantail fabriqué avec des boîtes de conserve. Jack eut le temps de voir que le tout enflait, avant de lever la main pour se protéger les yeux. L'armure se désintégra. Loin de projeter des éclats à la ronde, celle-ci tomba simplement en morceaux. Jack se dit que, s'il l'avait vue au cinéma et non en réalité, tapie dans un obscur couloir de cet hôtel puant, avec du sang qui lui dégoulinait sous les aisselles, il aurait éclaté de rire. Le haume en acier poli, qui ressemblait tant à une tête d'oiseau, atterrit par terre avec un bruit étouffé. Le gorgerin incurvé, censé empêcher l'ennemi de passer une lame ou le bout d'une lance à travers la gorge du chevalier, dégringola directement à l'intérieur, en faisant teinter les anneaux étroitement serrés de la côte de maille. Le plastron et la dossière se détachèrent, pareils à des serre-livres en fer forgé. Les jambières s'ouvrirent. Durant 2 secondes, le métal plut sur le tapis moisi. Et puis, il ne resta plus qu'un vague tas de ferraille. Jack s'aida du mur pour se relever, les yeux écarquillés, comme s'il s'attendait à voir soudain le complet d'armure se reconstituer. En fait, il s'attendait réellement à quelque chose de ce genre. Mais comme rien ne se passait, il tourna à gauche, dans le sens du hall, et aperçut 3 autres complets d'armure qui faisaient lentement mouvement vers lui. L'un brandissait une bannière miteuse, tachée de moisissures, et dessus il y avait un symbole que Jack reconnut. Il l'avait vu ondoyer sur les étendards portés par les soldats de Morgan Doris, qui escortaient la diligence noire de celui-ci sur la route des avant-postes, en direction du pavillon de la reine Laura. L'emblème de Morgan. Mais les nouveaux arrivants n'étaient pas les sbires de Morgan, comprit obscurément Jack. Ils arboraient sa bannière comme une sorte de blague morbide, à l'intention de cet intrus rempli d'effroi, qui prétendait dérober leur seule raison d'être. « Assez !» murmura Jack d'une voix enrouée. Le Médiator tremblait entre ses doigts. Quelque chose lui était arrivé. Il avait été quelque peu endommagé lorsque Jack s'en était servi pour détruire le complet d'armure sorti du bar du Héron. L'ivoire, auparavant couleur crème, avait sensiblement jauni. Un fin réseau de craquelures sillonnait à présent sa surface. Les complets d'armure avançaient en ferraillant, en cadence. L'un dégaina lentement une longue épée qui se terminait par une féroce double pointe. « Assez !» gémit Jack. « Oh mon Dieu, je vous en prie, assez. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Assez, assez. » « Jack la vadrouille, mon vieux, Jack la vadrouille !»« Speedy, je n'en peux plus !» cria-t-il. Les larmes formaient des rigoles sur sa frimousse crasseuse. Les armures approchaient, aussi inexorablement que des pièces d'acier sur une chaîne de montage automatisée. Il entendait un vent polaire siffler entre leurs sombres interstices froids. « Tu dois aller en Californie pour le ramener. Je t'en prie, Speedy. Assez !» Venait à sa rencontre, tête de robot en métal noir, jambard rouillé, côte de mailles rouillée et barbouillée de mousse et de moisissures. « Fais de ton mieux, Jack la vadrouille !» chuchota Speedy, épuisé, avant de disparaître. Et Jack eut le choix entre tenir ou succomber.